Une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant pour construire le tourisme de demain maintenant, avec des acteurs engagés. Je suis François Huette, pionnier du tourisme positif avec une expérience internationale de direction d'hôtel, mais pas que. Je vous invite à faire une pause dans un endroit confortable et vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je rencontre Christian Lesquer, chef 3 étoiles depuis plus de 19 ans. Après avoir dirigé les cuisines du restaurant Le Doyen, il est le chef du restaurant Le 5 au Georges V Paris. Il va nous partager son inspiration culinaire, sa passion pour les petits producteurs et leurs produits de qualité et sa vision de l'évolution de la cuisine. Bonjour Christian, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. François, honoré de se reparler depuis des années. On avait dîné ensemble à Le Doyen et le restaurant, etc. aussi, on avait fait. Tout à fait, oui, c'était à l'époque. En 1999, j'avais repris Le Doyen en tant que chef de cuisine. Pour finir, je suis resté pendant 20 ans chez Le Doyen où j'avais gagné cette 3e étoile au guide Michelin. Je suis retourné dans le Palace, la vie de Palace finalement. Je suis à l'heure actuelle le chef du Georges V. Comme ça faisait 10 ans qu'ils voulaient avoir 3 étoiles, ils m'ont demandé de venir pour récupérer cette 3e étoile qui a été faite en 2016. Félicitations. Et depuis, chaque année, toujours 3 étoiles. Oui, mais non, ça fait depuis maintenant 2002 que j'ai 3 étoiles au guide Michelin. C'est vrai que pour un chef de cuisine, c'est d'être toujours dans ce mouvement culinaire qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'on est un peu comme les couturiers, on est toujours en train de rechercher la modernité des palais, la recherche de la beauté du plat. Il faut que tous nos plats soient un peu, entre parenthèses, instagrammables, donner de l'émotion dans les saveurs, aller voir son petit producteur, prendre soin de son petit producteur, transformer le produit pour lui donner beaucoup d'élégance et surtout lui donner une saveur comme un parfum finalement, de l'émotion. D'où elle vient cette passion pour la gastronomie, Christian? Je crois que la passion vient de la gastronomie. Je pense que petit, j'étais déjà gourmand. Et j'ai eu la chance quand même de vivre dans une région de Bretagne où les matières premières étaient abondantes et surtout j'habitais au bord de la mer et j'habitais à côté d'une ferme. Et je pense que le mariage de la terre et la mer a fait de moi un homme qui était gourmand à la base, des belles matières premières et surtout ce côté iodé que j'ai pu toute ma jeunesse avoir dans ces plats de fraîcheur. Et c'est peut-être pour ça que quand j'étais petit, oui, cette gourmandise m'a fait aimer la cuisine et surtout ce qui s'est passé, je suis allé pendant, on va dire, une saison en mer, 10 jours, on appelle ça une quinzaine. Je suis monté sur un chalutier de mon oncle où on partait à Terre-Neuve. Et à Terre-Neuve, finalement, je me suis aperçu que au lieu de regarder les moussaillons travailler sur le pont, comment on récupérait le poisson, comment on faisait tout ce bateau, qui était passionnant, j'étais resté justement avec le cuisinier qui faisait tout le temps à manger du déjeuner au dîner, parce qu'à chaque fois, il y avait une relevée de filet. Après, l'équipage mangeait. Et là, j'étais en admiration sur le côté social, sur le côté comment il transformait un produit qui pêchait, qui cuisait. Et là, voilà. Et quand je suis revenu, je devais avoir 12 ans, j'ai dit à mes parents, je veux être cuisinier. Et depuis, ça m'a toujours, ébloui de transformer un produit pour donner à son palais beaucoup d'élégance. À partir de là, j'ai fait une formation à une école hôtelière en Bretagne. Et la vie, elle tient à un fil. J'ai trouvé un petit restaurant en Bretagne après ma sortie de l'école hôtelière et je suis tombé au chômage. Et déjà, à l'époque, la valeur du travail était très importante pour les Bretons et surtout chez mes parents parce que ce sont des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, mon papa me disait, tiens, comme il n'y a pas de travail, tu vas travailler dans la menuiserie parce que mon père était menuisier ébéniste. Et c'est comme ça, au fil du temps, mais je dis non, j'ai appris, j'ai fait une école hôtelière pour être cuisinier. Je ne veux pas travailler avec toi le bois. C'était un beau métier, le bois. Et avec un caractère de breton bien trempé, à 17 ans et demi, j'ai décidé on disait, on va monter à Paris. Et je suis monté à Paris
Ça a été très dur quand même. J'avais 17 ans et demi, surtout, c'était une des premières fois que je quittais tout seul ma Bretagne. Et je suis arrivé avec un copain qui avait fait la même école hôtelière que moi. Et là, ébloui par la lumière. Paris, c'est une ville de lumière. Par les bâtiments, par les brigades. Ce qu'il faut imaginer, dans mon petit village à Puynègue, à 16h30, les poules sont rentrées, il n'y a plus personne. Ça veut dire que on attend pour aller au lit. Hein. Et là, je suis rentré dans les plus belles brigades de Paris. Quel a été ton premier restaurant? Je suis arrivé au PNM Saint-Jacques. C'était un restaurant où on faisait des banquetings pour 3000 personnes par jour. Et je faisais tous les jours, du matin, je commençais à 7h30 le matin, je me rappelle toujours, jusqu'à 17h, je faisais des avocats vinaigrettes. Je suis allé voir le chef 15 jours après, mais je dis, mais c'est pas comme ça que je voyais la cuisine à Paris. Et il m'a placé dans un petit restaurant qui était sur les Champs-Élysées, qui était un cercle de jeu. Et là, j'ai rencontré un chef qui m'a pris en main et qui m'a montré la cuisine bourgeoise. Ça paraît pas, mais c'était une cuisine où c'était des belles matières premières, où on faisait des sauces, où on faisait des plats souvent escoffiés. Bien une grande cuisine, mais vraiment d'une élégance, belle formation pendant 1 an. Et là, le service militaire m'appelle. Donc, je fais mon service militaire au cercle à Saint-Augustin des officiers. Et là, c'était la rencontre de tous les cuisiniers qui travaillaient dans les grandes brigades françaises. Ils m'expliquaient comment on travaillait chez Trois Gros à l'époque, chez Bocuse. Ils étaient 30 cuisiniers, alors que moi, en Bretagne, je faisais que des plateaux de fruits de mer. Vous pouvez imaginer, François, que pour moi, c'était ébloui. Et je me suis toujours dit, quand je vais quitter l'armée, je vais aller dans les grandes brigades. Mais à l'époque, je ne connaissais pas le guide Michelin, je ne connaissais rien. Et quand je suis sorti de l'armée, je voulais aller dans ces brigades, mais personne, parce que mon CV était pas très bon finalement, personne ne voulait de moi dans ces grandes brigades. J'ai travaillé dans une brasserie pendant 2 ans, qui s'appelait la Ferme Marbeuf, où on faisait 300 couverts. Et comme je suis pas têtu, mais quand j'ai une idée en tête, elle fait son chemin. Et j'ai appris que Jacques de Divellec, qui habitait La Rochelle, allait monter un restaurant à Paris. Et j'ai envoyé ma candidature à La Rochelle pour être commis chez lui à Paris. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma course aux étoiles. Bravo, bravo. Et après, j'ai fait des très grandes brigades, finalement. J'ai fait l'Orchestrade, Lucas Carton, Taïwan, tout. Et là, j'ai fini sous-chef de cuisine au Ritz avec monsieur Guy Leguet. Et à l'époque, je rêvais d'être meilleur ouvrier de France. Pour un cuisinier, je pensais que c'était vraiment une manière de s'en sortir parce que j'aimais ça. Donc, je passe mon meilleur ouvrier de France, je rate en finale. Et pour moi, j'étais plus digne de rester dans une grande brigade. Et j'ai décidé de partir pour essayer de devenir chef de cuisine. Et la première proposition que j'ai eue, c'est au Grand Hôtel Intercontinental, que tu connais, François. Oui, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, il y a quelques années. En 1995, je devais remplacer un chef qui avait perdu son étoile au guide Michelin et j'avais une mission de la remettre. Et en 1996, j'ai eu ma première étoile et surtout, j'ai eu ma deuxième étoile en 1998. Et le restaurant Opéra Café de la Paix n'avait jamais eu 2 étoiles au guide Michelin. Et j'ai été la révélation on va dire, de ce restaurant finalement, où j'ai passé un moment, 4 ans de ma vie en temps de devenir, je devenais chef finalement, et en 4 ans, j'ai fait quand même mettre 2 étoiles dans un endroit comme ça, c'était rare, c'était la première fois que ce restaurant allait aussi loin au niveau des notes, et ça devenait un restaurant sur la place de Paris, très recherché. Ouais, moi je me souviens quand on a gagné la première étoile, la fierté, parce que j'étais directeur adjoint de la restauration à l'époque, je me souviens, et la fierté dans les visages des employés, c'est que d'un seul coup, on avait vraiment l'impression d'appartenir à quelque chose qui avait une réelle valeur, quoi. On était tous. C'est comme un sportif, finalement, c'est toute une équipe qui est derrière. C'est pas un homme, il y a un représentant, mais c'est comme une Formule 1, un prix de Formule 1. Il y a le pilote, et puis au-delà de tout là, il y a la voiture qui était là, et puis vous aviez tous les gens qui étaient autour de moi pour
pour qu'on envoie ce restaurant extrêmement loin. Et on a fait tellement loin qu'on a mis 2 étoiles en l'espace de 2 ans, ce qui était quand même extraordinaire pour un lieu qui était quand même à côté de ça, où on faisait une petite brasserie où il y avait 1000 couverts qui passaient tous les jours. Ah ouais, je m'en souviens, oui, c'était une sacrée expérience. C'est quand même, pour un chef de cuisine, à l'époque, je me rappelle, j'avais 34 ans, je veux dire, j'avais une brigade assez nombreuse entre le café de la Paix et le restaurant Opéra. Je crois qu'il y avait 80 bonhommes en cuisine. Pour être chef 3 étoiles, ça demande de la créativité, de la consistance, mais aussi de la recherche vers l'excellence. Moi, j'aimerais savoir, là, ma première question, c'est tu puises l'inspiration où? La créativité, tu la travailles comment? Alors, ma créativité, je l'ai en permanence. Ça veut dire que je suis un homme qui réfléchit sur tous les points. Ça va être sur les plans économiques, sur les recherches des produits, des matières premières, très importantes, sur les tendances. Les tendances, on peut les retrouver dans la mode, on peut les trouver dans la rue, parfois dans les voyages, dans l'international. Mais les plus belles réflexions que je peux avoir, étant français, que je reçois beaucoup travaillant à Paris, j'essaie de refaire une cuisine typiquement avec les produits locaux d'Île-de-France. J'essaie de faire des sauces parce que la cuisine française, nous sommes des sauciers. C'est très important. La formation d'un cuisinier français, c'est qu'on a une belle technicité, mais c'est surtout, on sait faire des sauces. Et mon inspiration, c'est sûr que, mon enfance, quand même, ces produits iodés, ces produits qui sont terre et mer. Donc, le respect du produit et surtout, on va dire, c'est comme il faut une discipline en disant déjà, je suis un homme extrêmement discipliné, rigoureux, et en même temps, je me sers de tous les talents de mon équipe. Ça veut dire que faut imaginer que ça fait 20 ans, ça veut dire que tous les jours, on fait des recherches et développements, un peu comme dans la cosmétique, hein, attention, hein, ça veut dire qu'on va essayer, il y a une personne, j'essaie de dégager toujours 1 ou 2 personnes qui vont faire des recherches pour savoir qu'est-ce que c'est les tendances culinaires. Mais en même temps, en ayant un brief, en disant, restons français, retrouvons ce qu'ont fait les grands plats qui ont fait Escoffier, revisitons de la tradition pour les porter dans la modernité. Et ça demande une rigueur permanente et surtout, ça demande beaucoup d'essais pour donner à la première bouchée une émotion. Alors, et ça demande une discipline énorme. Alors, cette rigueur dont tu parles, moi j'ai eu la chance de goûter ta cuisine à différentes occasions et de l'apprécier à juste titre. Et j'imagine la rigueur qui va derrière. Mais comme tu le disais tout à l'heure, tu as une équipe. Comment tu infuses cette rigueur sur l'ensemble de l'équipe? Parce que tu as combien de chefs dans ta cuisine aujourd'hui? J'en ai 4, des chefs à part entière. Ce sont des gens qui ont 40 ans, qui sont des cadres, qui sont chefs à part entière. Ça veut dire qu'ils ont chacun une définition dans la brigade, finalement, ou diriger une brigade ou un point de vente. Ce qui est important pour moi, c'est de dire le brief par rapport à un ticket moyen, où on veut aller, dans quelle modernité on veut aller. Il y a une personne qui s'occupe de tout ce qu'il y a de la dernière technologie. Ça, c'est important. Pour arriver dans une précision, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à toute cette technologie. Parce que, comme tout grand chef, on a besoin de la technologie pour avancer. Et ça, pour nous, c'est important. Après, il y a une autre personne qui est plutôt adaptée à aller chercher, trouver le producteur, le produit. Et là, ça demande une recherche aussi pointue de trouver, par exemple, le petit bateau qui va nous servir les homards bien frais, le homard qui n'aura pas en vivier. Tout ça, c'est important. Il y a un autre qui manage les équipes, qui est plutôt en train de flairer, en fin de compte, comment on va monter les équipes de façon que tout le monde s'entende, parce que c'est comme dans le football, on va dire peut-être il y a des gens qui sont meilleurs comme derrière et d'autres, il y a des buteurs, donc c'est à nous de voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre dans les buteurs.
Hein. Et voilà un peu, ça veut dire c'est d'avoir le flair humain, ça veut dire c'est d'avoir un pif par rapport aux humains. Et on appelle ça un management tout simplement, hein, comme un chef d'entreprise, je veux dire, et surtout dans une stratégie de dire aujourd'hui comment on peut porter un endroit à 3 étoiles, comment on peut porter un autre point de vente différent. Et nous sommes à la base des aubergistes. Les aubergistes, on n'est pas obligé de faire du 3 étoiles à chaque fois. Là, je viens de reprendre un restaurant à Pont-Aven. J'ai pris le brief du propriétaire et on veut monter un restaurant 1 étoile. On l'a eu cette année au Michelin, mais parce que on s'est inspiré du lieu, on s'est inspiré de la vie locale, on a raconté une histoire. Mais une vraie histoire, ça se raconte, mais en même temps, une fois que l'histoire est racontée, il faut la voir dans la sienne, il faut la voir dans la goût, dans le saveur. Là-bas, à Pont-Aven, on est en train de travailler beaucoup des petites galettes bretonnes à base de sarrasin, d'huile ribot, que demain, on raconte la vie de Pont-Aven. Quand vous êtes dans un palace qui s'appelle le Georges V, à Georges V, vous avez beaucoup de gens de l'international dont on vit la vie parisienne. La cuisine bourgeoise, cette cuisine qui a été riche par les matières premières. Mais on est capable aussi de leur faire un petit plat cuisiné comme on pourrait manger au fin fond du Berry. C'est ça qui est très important. Un chef doit être dans la modernité de cette cuisine, mais parce que c'est comme un piano, c'est comme la peinture. Il connaît bien ses partitions. Et moi, je connais bien cette tradition. J'ai travaillé dans les grands restaurants parisiens. On me parle d'une sauce. Alors, je ne suis pas sûr qu'une sauce grand veneur soit une sauce animale, soit très légère aujourd'hui. Donc, quand on fait une recherche, on va plutôt dans un monde plutôt végétal, beaucoup plus fleuri, parce que le palais a beaucoup changé aussi, même de nos visiteurs. Et un plat, c'est comme un costume, c'est comme un tailleur, ça doit beaucoup d'avoir d'élégance au niveau du palais. Et ça veut dire qu'on ne doit pas tuer la matière première qu'on a mis, qui est une sensibilité énorme. Et donner une émotion au client, c'est ça un rôle. C'est comme un parfumeur, c'est un rôle de chef de 3 étoiles, c'est un chef de cuisinier, de dire aujourd'hui pourquoi la personne vient chez moi elle vient chercher quelque chose qu'elle ne connaît pas. Donc on doit avoir cette élégance. Tu parlais de la matière première, de l'importance de la matière première, et tu as parlé aussi d'aller à la recherche de ces petits producteurs qui viennent avec ces produits d'extrêmement de qualité. Quelle relation tu as une fois que tu en as choisi? Est-ce que c'est une relation qui va sur le long terme ou vraiment ça va au-delà du produit, c'est la relation humaine qu'il y a avec eux? C'est les deux réunis, ça veut dire que c'est une honnêteté en disant quand on va parler, il va me dire, je vais prendre quelque chose en disant, mon marchand d'asperges, il va me téléphoner en disant, Christian, on a commencé des asperges vertes. Vraiment, c'est là qu'il faut les commencer. C'est pas avant, c'est maintenant. Elle va durer une semaine ou 15 jours avant la fin. Il va même prévenir en disant, j'ai plus d'asperges blanches, de vertes, on va passer à la blanche. Donc, il me prévient en disant qu'il par rapport aux critères de qualité qu'on a définis ensemble, voilà comment on marche. On marche avec, ça nous demande faire le marché. Pour nous, ça nous demande beaucoup de temps. Parce qu'on va faire venir, il faut imaginer, nos premiers petits pois vont arriver de la Côte d'Azur et vont finir en Bretagne 3 mois après. Donc, on a des petits producteurs dans toute la France. D'accord. Qui vont nous servir par rapport au soleil. On va dire par rapport à la chaleur de la terre. Et puis, voilà comment on travaille. Et là, c'est pareil, la pêche. Toute la pêche, on a des gens qui nous livrent de la pêche à pied parce qu'il y a une autre personne qui va nous livrer que des homards parce que c'est son mari qui va les pêcher et puis elle viendra avec sa petite fourgonnette nous livrer sur Paris. C'est ça la relation avec son petit producteur. J'ai un légumier de l'Île-de-France, parce que j'essaie de prendre mes légumes en Île-de-France, qui s'appelle Monsieur Yamashita. Ce gars, il arrive, il me dit, j'ai vu que ça. C'est pas moi qui va décider qu'est-ce que je vais commander comme légumes. C'est lui qui va décider les légumes qu'il va m'envoyer et à partir de là, je vais les mettre dans mes plats. Ça, c'est très important. La complicité qu'on peut avoir, d'honnêteté, mais ce petit producteur qui me sert, moi je dois l'aider parce qu'il travaille bien. Ils sont là
pour nous et on est là pour eux aussi. Et je pense que les stars de demain, ça va être nos producteurs. C'est la personne qui va regarder son légume pousser, qui va me dire non, Christian, je peux pas te le donner encore parce que on veut toujours aller tellement vite dans un monde qui va tellement vite, on veut toujours présenter le premier plat. Et non, parce qu'il n'est pas capable de me servir. Donc, je dois attendre. Si j'attends pas, j'aurai des produits, je ne sais pas d'où ça arrive. Donc, il n'y aura pas la qualité que j'estime. Et surtout les produits qui soient animaux, végétal ou marin, on travaille comme ça. La cuisine étoilée commence à avoir de plus en plus d'influence ou se dirige de plus en plus vers une cuisine végétale. Est-ce que tu penses que c'est une tendance qui va durer et qui va augmenter ou qui va évoluer ou... Je pense que l'être humain, c'est vrai qu'il est plus attentif à ce qu'il mange. Je crois que ça commence à arriver, hein, c'est côté vegan, ce côté restaurant où il y a beaucoup de végétal, parce que c'est la tendance peut-être aussi qui arrive beaucoup plus. Pour l'instant, me concernant, j'ai toujours eu des plats, toujours une entrée ou deux à base de légumes, un plat toujours de légumes. Mais moi, quand je vais au restaurant, c'est quand même un moment de fête pour moi. Donc, j'estime que je dois avoir du poisson et je dois avoir, on appelle ça avoir une carte. Et surtout ma clientèle est au rendez-vous parce qu'une bonne volaille, je trouve que quand même bien cuisiné par un bon chef, c'est quand même agréable. C'est pas la volaille que je mange à la maison. Un bon homard, c'est sûr que demain, on le mange au restaurant parce qu'on l'accompagne de sauce. Mais je ne dis pas qu'un bon légume tout seul, c'est extraordinaire. Hein. Mais bon, c'est pas encore, je suis pas à fond encore dans le végétarien. D'accord. On vit une crise sanitaire unique. Hein. On n'a jamais vécu quelque chose comme ça depuis toujours, hein, à part des guerres. Toi, comment tu vis cette période et quels sont les apprentissages justement de cette période? T'en ressors comment, toi? Alors, c'est très compliqué. Moi, ça fait depuis maintenant le mois de mars l'année dernière que je n'ai pas travaillé. De temps en temps, c'est vrai que je vais faire des repas pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour les fêtes, quand il se passe quelque chose. J'ai développé des restaurants en Bretagne parce qu'on a pu développer, enfin, beaucoup de terrasses en Bretagne, même s'il ne fait pas toujours très beau. Mais bon, globalement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler tous cet été, on va dire à partir du printemps, dans ma région de naissance. Où moi, je suis inquiet, c'est quand même, mon inquiétude fait qu'il va y avoir un changement. Il ne sera pas si gros que ça, mais il faudra s'adapter. Je pense qu'il y a un changement qui s'opère sur la haute gastronomie. Parce qu'il y a de moins en moins de déjeuners d'affaires, parce que bon, avant, le déjeuner était quelque chose d'important, même en France, les déjeuners sont moins importants. Après, je pense qu'on est quand même une capitale où on est un pays où la gastronomie, elle sera toujours là. Alors demain, la gastronomie, elle peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus tendance. On peut manger, on voit l'histoire de Robuchon qui avait changé complètement la manière de manger, on va dire, dans cette gastronomie. Je pense que les plats, par contre, seront toujours aussi précis. Mais on pourra manger une gastronomie dans une ambiance. Mais la discipline de l'assiette, par la transformation du produit, ces règles d'hygiène seront encore plus importantes. Mais la saveur, si un plat est savoureux, ce sera quand on le sert dans un petit bistrot, dans un restaurant étranger ou dans un 3 étoiles, l'assiette va rester un moment inoubliable. Après, on va créer des ambiances autour de ça. On pourra travailler sur un monde végétal, on pourra travailler sur, on va dire, pourquoi pas, une galette bretonne, on va dire, peut pas avoir des étoiles, voire même 2 étoiles. On sera sur des tendances de manger totalement différentes. Mais on ne viendra plus au restaurant, on viendra faire une expérience. Eh oui, eh oui. Et ce sera une expérience, mais elle peut être très simple. Hein, je veux dire, elle peut être une expérience de cuisine qui se prend. Elle peut être simplement un monoproduit pour faire une expérience. Elle peut être une cuisine à feu de bois. Elle peut être une cuisine, on va dire,
que végétale, comme on en parlait, mais elle peut être aussi une cuisine opulente ou à l'ancienne, traditionnelle, qui représente, on va dire, quand vous vous rappelez, quand on va manger à la Tour d'Argent, c'est quand même il y a une visite de cave, il y a quelque chose, donc c'est l'art de vivre à Paris. Quel est le chef qui t'a inspiré ou qui continue à t'inspirer? Je crois que c'est pas des chefs, je crois que c'était des mouvements de chefs. Finalement, je crois que, je vais te raconter une histoire. Finalement, quand j'ai voulu rentrer chez ces grands chefs comme Robuchon, quand j'avais 20 ans ou 25 ans, c'était pas possible parce que j'arrivais pas des compagnons, j'arrivais pas de tout ça. J'ai rencontré, quand j'ai eu 3 étoiles au Japon, la première fois que le guide Michelin est sorti au Japon, on était invités justement, les chefs français, à manger chez Robuchon à Tokyo, à Ginza. J'y vais et puis je lui raconte son histoire en disant, il me fait, Christian, peut-être tu n'aurais pas été là ce soir si tu aurais travaillé chez moi. Donc je pense que ce sont des gens qui m'inspirent, ce sont des gens ou des façons de faire qui m'inspirent. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, il y a toute une nouvelle génération qui sont beaucoup plus friands dans ce développement durable, qui sont plus des circuits courts. Tout ça, ça m'inspire, ou une autre manière de manger. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'inspire beaucoup, c'est tous ces nouveaux étoilés qui racontent toute cette mise en scène qui m'aide un peu à la façon de Marc Vera, qui faisait ça dans sa savoir. C'était un personnage. Donc, il a recréé ce mouvement vert. Peut-être, c'est un peu trop vieux, mais je ne sais pas. Mais c'était quelqu'un qui était une inspiration énorme parce qu'il était déjà très près de la nature. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir les tendances. Et je pense que les tendances qui m'inspirent aujourd'hui, c'est sûr, c'est vraiment la matière première, le producteur ou le bon poisson qui arrive, où vraiment le cuisinier admire ce produit et va apporter sa petite touche derrière qui va étinceler le produit. Et on va travailler dans un mouvement très nature, très partage. On est dans cette génération qui arrive, le partage, le produit, la nature, et ça c'est très important, le respect. Imagine qu'il y a peut-être un jeune qui va écouter cet entretien que nous avons et qui a envie de devenir chef et qui rêve peut-être d'être chef étoilé et pourquoi pas 3 étoiles. Quel conseil tu pourrais lui donner? Moi, je pense que le conseil, c'est de dire aujourd'hui, il faut qu'il soit très, très curieux. La curiosité n'est pas non plus que dans l'assiette. Savoir aussi les tendances, on va dire quelles tendances culinaires seront pour demain, savoir aussi les saveurs, peut-être ce sera d'Afrique, ce sera peut-être d'Israël, tout ça, d'être curieux sur une cuisine du monde, mais tout en connaissant bien ses bases françaises. Parce que on ne peut pas devenir un cuisinier international. Je pense qu'il faut qu'il prenne soin de ses racines, qu'il apprenne bien ses racines et qu'il travaille suivant ses racines, son palais. Qu'il ne soit pas trop tôt de partir dans cette course, d'être reconnu par Instagram, qu'il ne fasse pas des produits Instagrammables, qu'il fasse des produits que pour lui, qu'il travaille pour ses clients. Et qu'il ne s'occupe pas de ce qui se dit dans la presse. S'il est bon, la presse viendra avec lui. S'il est bon, tous ses clients seront des inspecteurs du guide Michelin. Donc, et qu'il ne soit pas pressé. Parce qu'aujourd'hui, on veut être chef à 25 ans. Qu'il n'ait pas peur de voyager, apprendre la cuisine du Sud, la cuisine de l'Ouest, ou apprendre des cuisines. Ça, c'est important. Et aller voir, par exemple, à l'étranger, ce qui se passe. L'étranger, quand même, ce sont des sources. Vous allez passer 2 ans à Londres, voir un peu ce qui se passe. Il y a des bons restaurants français à Londres et voir qu'est-ce qu'il peut y avoir tout ce mouvement, ou même New York, ou aller en Asie. Je veux dire, c'est de comprendre différentes cultures. Mais jamais oublier la sienne. Oui, jamais oublier la sienne et ses racines. Mais il y a une curiosité dont tu n'as pas parlé et pourtant c'est un de tes traits de caractère. C'est la curiosité de l'autre.
moi, ce qui m'a toujours marqué avec toi, c'est que au Grand Hôtel, mais aussi on s'est vu à Phuket et on a fait une promotion à Phuket, etc. Et ce qui m'a comment dire, toujours interpellé, c'est que même si tu es chef 3 étoiles, tu es un être humain comme tout le monde et tu vas à la rencontre du commis dans les cuisines, tu parles avec eux et tu as ce contact humain. Et je crois que ça aussi, c'est important d'avoir cette curiosité humaine. Mais c'est normal, François. Et moi, j'arrive, mes parents d'un petit village. J'ai grandi à Paris, dans cette foule, mais je me comporte comme un villageois à Paris. Mais quand je vais à l'étranger, surtout quand on m'invite pour faire des promotions culinaires, je rentre dans la cuisine comme si c'était mon village. Donc, même si mon anglais n'est pas parfait, la langue m'intéresse. La langue, c'est la nourriture, comment on peut partager tous ensemble. Et je crois que partager, être du social, peut-être je suis un diplomate de la cuisine à l'international, mais j'aime parce que je reste encore ce côté, prendre soin de partager, prendre soin de son voisin, recevoir. La preuve, ensemble, ça fait combien de temps qu'on a travaillé ensemble? Ça fait presque 25 ans, 30 ans. À chaque fois que tu m'appelles, je réponds. Mais c'est peut-être mon éducation, mais je crois aussi que c'est mon côté joyeux. J'aime les gens. J'aime partager avec les gens. Ça veut dire que souvent, quand la personne, après un rendez-vous, souvent reste manger quelque chose ou j'invite à expliquer, montrer ma cuisine, parce que ce qui est important, je vais prendre un exemple, mon fils qui est souvent à l'international, j'aime bien une fois par an déjeuner avec lui, je le fais venir dans mon bureau à Paris et on déguste pour voir un peu tout ce mouvement culinaire que je peux avancer en permanence et que lui, il voit que c'est vrai que dans tous les métiers, ça va à une vitesse extraordinaire, même dans la gastronomie. Alors, pour terminer l'entretien, je pose toujours la même question à la fin. Et qu'est-ce qui te donne la banane à la fin de la journée? Alors, je vais te dire un truc. La banane, le matin, je me réveille, je l'ai déjà. Je crois que j'ai une chance terrible. Je suis né sur une belle étoile. Ça veut dire que j'ai jamais de problème. Quand j'ai un problème, il faut que je l'évacue. Donc, non, je suis un homme né heureux. Ça veut dire, je vais me coucher, je dors, j'ai pas de soucis. Je suis un homme sans soucis. Ça veut dire que je crois que je suis né sur une belle étoile. Je ne peux pas mieux dire. Ça veut dire que je suis heureux. Et j'aime donner du bonheur aux gens, partager mon bonheur. Ça veut dire que le soir, quand on est à les fourneaux, tous dans les équipes, c'est vrai que j'ai toujours un petit mot, même si j'ai été un peu dur avec les équipes ou exigeant pour ce qui est normal. Le service, un quart d'heure après, tout est oublié, puis on commence à repartager, on repart pour la banane pour le lendemain. On parle de ce qu'on va faire, on reprépare la journée le lendemain. Je suis un homme heureux. Merci beaucoup, Christian, pour ce temps. Ça a été un véritable plaisir de repartager avec toi ton expérience. C'est super. Merci beaucoup. Je te remercie bien, François. Je te souhaite une bonne soirée. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau.
et s'aimer la connaissance, et s'aimer le partage d'expériences. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.